Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans un sujet qui est assez dense mais absolument fascinant. Salut F, ouais, un sujet très dense, c'est clair. Je suis ravi d'être là pour en discuter. Et pour commencer, on va faire un petit saut dans le temps. Imaginez la scène, on est le 8 mai 1945 et Paris est en liesse. La fin du cauchemar en Europe, quoi. C'est ça, la Seconde Guerre mondiale s'achève, les cloches sonnent de partout, la foule envahit les rues pour célébrer la victoire des Alliés. C'est vraiment un moment de soulagement collectif immense, une date gravée dans le marbre de l'histoire européenne. Absolument, un jour de gloire. Mais le truc, c'est que ce même jour, exactement au même moment, de l'autre côté de la Méditerranée, le sang coule. Ouais, un contraste glaçant. Dans des villes comme Sétif, Guelma et Kerata, les autorités françaises de l'époque répriment des manifestations algériennes. Et avec une violence inouïe. On parle de milliers de personnes qui tombent sous les balles ce jour-là. Des milliers, oui. Et aujourd'hui, on va voir comment cet immense contraste historique, il dicte encore, de nos jours, les moindres mouvements de la diplomatie moderne. Parce que ce grand écart entre la mémoire européenne et la mémoire nord-africaine, c'est pas juste un vieux chapitre de manuel scolaire, hein. C'est vraiment la clé de lecture indispensable pour comprendre l'un des dossiers géopolitiques les plus complexes aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. Nos sources se penchent sur un événement super récent et hautement symbolique. L'annonce par l'Élysée du retour de l'ambassadeur de France en Algérie. Après une crise sévère, oui. Voilà, une crise de plusieurs mois où les deux pays avaient carrément rappelé leurs ambassadeurs. Du coup, la question c'est comment deux nations avec autant d'enjeux croisés font pour avancer quand leur présent est constamment alourdi par ce passé. Alors, avant qu'on aille plus loin, je fais une petite parenthèse sur l'impartialité. Les documents qu'on analyse aujourd'hui touchent à des questions politiques et historiques ultra sensibles. Très sensible, oui. Notre but ici, c'est pas du tout de prendre parti, ni de valider la position d'un gouvernement ou d'un autre. Bien sûr. On est vraiment là pour observer la mécanique, pour décortiquer comment des États utilisent concrètement les traumatismes du passé comme des outils de négociation. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la mémoire. D'accord, alors plongeons directement dans les faits. Ce retour de l'ambassadeur français à Alger, d'après les notes, ça n'a rien d'une procédure administrative habituelle. Ah non, pas du tout. Il n'a pas juste rouvert son bureau en silence, ce retour s'est fait physiquement, aux côtés de la ministre française déléguée chargée de la mémoire, lors d'une visite officielle. Et le protocole diplomatique, tu sais, ça laisse jamais rien au hasard. Chaque déplacement est un message très codé. Pour utiliser une image, c'est un peu comme si on essayait de réparer un pont suspendu qui menace de s'effondrer. On va pas juste repeindre les câbles pour faire joli. Ce serait inutile, ouais. Exactement. On envoie les ingénieurs en chef directement dans les piliers, là où le béton a craqué des décennies plus tôt, pour prouver qu'on prend le risque au sérieux. Et ici, la fondation fissurée, c'est Sétif. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement l'alignement spatial et temporel de cette démarche. Les sources insistent lourdement là-dessus. Ils sont pas allés n'importe où. Voilà. La délégation s'est rendue précisément dans la wilaya de Sétif pour y commémorer les massacres du 8 mai 45. C'est pas un banal dépôt de fleurs à Alger, quoi. Ils sont allés sur les lieux mêmes de la répression. Exactement. Lier le retour de l'ambassadeur à cet épicentre mémoriel, c'est admettre que la crise récente, c'était pas juste une dispute sur des visas ou du commerce. C'était une réplique d'un séisme historique. Et cette reconnaissance, elle passe aussi par les mots. Dans les communiqués officiels de l'Élysée, que les sources décortiquent, ils utilisent des termes hyper précis. Ils parlent de, et je cite, événements tragiques. Ouais, le choix des mots est millimétré. Ils admettent explicitement que des milliers d'Algériens sont morts. Et le président français parle même de refonder les relations sur la probité et le respect de la mémoire. Le mot probité, c'est fort, non ? Ça sous-entend qu'avant, il y avait peut-être un manque de franchise. Totalement. Utiliser le terme probité, c'est un signal clair de rupture avec l'ambiguïté du passé. Mais bon, l'expression événement tragique, ça reste quand même une formule de compromis. Ah bon ? Comment ça ? Ça reconnaît la gravité et les victimes, mais ça évite soigneusement d'utiliser des termes juridiquement explosifs pour l'opinion publique française, comme crime d'État par exemple. C'est une ligne de crête sémantique en fait. Exactement, c'est un exercice d'équilibriste. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que moi, je me pose la question de l'efficacité de tout ça. Vas-y, je t'écoute. Je veux dire, on est au XXIe siècle. On a des enjeux énormes. La lutte antiterroriste au Sahel, la crise du gaz, les flux migratoires. Est-ce qu'à des ajustements sémantiques peuvent vraiment résoudre une crise diplomatique aussi lourde ? Des mots, c'est pas un traité de sécurité, quoi. C'est vrai, la sémantique remplace pas la géopolitique matérielle. Mais en fait, elle la conditionne. Elle la conditionne. Ouais. Les textes montrent que l'appareil diplomatique français s'est retrouvé face à un mur.
C'était devenu impossible d'avancer sur le moindre dossier technique, que ce soit l'industrie ou la sécurité, sans d'abord absorber le passif historique. Ah, donc c'est ça, la fameuse diplomatie de la mémoire. C'est ça. C'est un prérequis structurel. Donc si je comprends bien, c'est pas juste une question de morale ou d'excuse, c'est littéralement un outil de déverrouillage tactique. L'image du déverrouillage est parfaite. On utilise l'histoire comme une clé pour ouvrir les portes blindées des ministères où se négocient les vrais contrats d'aujourd'hui. Absolument. En reconnaissant que des milliers d'Algériens sont morts pendant que l'Europe fêtait sa liberté, la France purge une partie de la tension émotionnelle qui bloquait les négociations. Sans cette concession, la machine refusait de tourner. D'accord. Mais alors si la clé a été tournée à Sétif, logiquement, la porte devrait s'ouvrir en grand, non? On devrait assister à une réconciliation totale. Eh bien, pas exactement. Bah oui, parce que quand on lit la réaction d'Alger dans nos sources, le contraste est frappant. L'accueil est décrit comme extrêmement prudent, presque froid même. Très froid, ouais. Les politiques algériens notent le geste, mais ils ne signent pas de chèque en blanc. Pourquoi cette réserve, vu les forces symboliques fournies par Paris? Si l'on relie cela à la situation globale, cette prudence est hyper rationnelle de la part d'Alger. Ah, rationnel. Dans quel sens? Pour l'Algérie, un symbole, même très fort, ça reste réversible. Si les actes administratifs derrière ne suivent pas, ça ne sert à rien. D'ailleurs, les documents révèlent que le vrai déblocage ne s'est pas fait qu'à Sétif. Ah, ça s'est joué où alors? La clé de voûte de l'apaisement, elle s'est trouvée dans les ministères à Paris. Plus particulièrement avec un changement au gouvernement, l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Intérieur. Ah oui, c'est vrai. Les sources soulignent l'impact de ce remaniement. Le portefeuille de l'Intérieur, c'est lui qui gère les dossiers les plus chauds, c'est ça? Exactement. C'est lui qui a la main sur l'immigration, les visas, les expulsions et la coopération sécuritaire. C'est le cœur du réacteur de la relation bilatérale. Et le texte dit que la nouvelle approche de ce ministre était, je cite, moins frontale. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Parce que la crise s'est pas arrêtée juste parce qu'il a été plus sympa au téléphone, hein. Non, bien sûr que non. Moins frontal, ça veut dire un changement de méthode radical. Avant, la stratégie, c'était des ultimatums publics. Genre la réduction drastique des visas? Voilà, c'était une politique du bras de fer très médiatisée pour forcer Alger à reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Mais ça braquait complètement les autorités algériennes. Forcément. La nouvelle approche, c'est le retour au pragmatisme de l'ombre. On rétablit des groupes de travail discrets, on négocie des assouplissements sur les visas en échange d'une meilleure coopération, mais loin des caméras. C'est fou de voir cette espèce de tenaille diplomatique. D'un côté, où on a une action ultra visible et chargée d'émotions à Sétif avec la mémoire, et de l'autre, on a le ministère de l'Intérieur qui dégrippe la machine administrative dans le plus grand des silences. Les deux sont indissociables. Le symbole de Sétif offre une couverture politique aux dirigeants algériens vis-à-vis de leur population, et l'action de l'Intérieur apporte les garanties matérielles que Paris a changé d'attitude. Sauf que, et là on touche à un point chaud, les sources parlent aussi d'une accusation lourde d'Alger. Pendant la crise, l'Algérie accusait une partie de la droite française d'attiser le feu volontairement. Ouais, pour des raisons de politique intérieure française. C'est ça, d'instrumentaliser le dossier algérien et la mémoire coloniale pour séduire un électorat nationaliste. Mais soyons lucides un instant. L'Algérie n'est pas juste une victime passive dans ce jeu. Si? Est-ce qu'elle n'utilise pas aussi cette situation à son avantage? Ah totalement. La lecture des rapports ne laisse aucun doute là-dessus. L'Algérie maîtrise les règles de ce rapport de force à la perfection. Cette bonne guerre? Les sources utilisent d'ailleurs une expression capitale. Elles disent que le dossier de la mémoire est brandi par Alger comme une carte souveraine. Une carte souveraine. Donc c'est utilisé comme un bouclier ou un levier de négociation? Les deux? Dans le contexte actuel, l'Algérie a des atouts énormes. Surtout ses ressources en hydrocarbures. Surtout avec la crise énergétique en Europe, oui. Exactement. Et son rôle de stabilisateur au Maghreb. Donc en maintenant une exigence mémorielle très stricte, le gouvernement algérien consolide sa légitimité chez lui, tout en gardant un levier de pression sur Paris. En gros, si la France veut du gaz ou des accords de sécurité, elle doit payer le prix fort sur le terrain de la mémoire. C'est un jeu d'échecs bilatéral. Chaque mouvement sur l'échiquier économique entraîne une réaction sur l'échiquier historique. Et inversement. C'est une interdépendance dont ils ne peuvent pas s'échapper en fait. Ils partagent la même mer, des intérêts croisés, une diaspora énorme. Mais à chaque fois qu'ils veulent avancer sur des dossiers concrets, ils doivent traverser le champ de mine de la politique interne de l'autre. C'est le moteur et le frein de leur relation. C'est pour ça qu'Alger reste prudente. C'est un moyen de rappeler à Paris que la normalisation n'est jamais définitivement acquise. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si on résume,
On a le retour de l'ambassadeur, des mots forts de l'Élysée, la froideur calculée d'Alger et les négociations discrètes sur les visas. On voit bien qu'il y a une nouvelle phase qui s'ouvre. Une tentative de normalisation, ouais. Mais c'est une architecture construite sur une zone sismique. La coopération actuelle reste totalement soumise à l'onde de choc de ce qui s'est passé en 1945. Et la grande question qui ressort de nos sources, c'est la durabilité de ce modèle. L'approche française de suturer les plaies par des gestes symboliques graduels, ça marche à court terme. Pourrait amorcer le dialogue, oui. Voilà. Mais est-ce que ce socle mémoriel peut vraiment résister aux secousses du temps politique? C'est super vulnérable, non? Un traité commercial, c'est écrit noir sur blanc. Mais la mémoire, par définition, c'est mouvant. Ça dépend de qui est au pouvoir pour l'interpréter. Et c'est précisément la réflexion finale que j'aimerais soumettre à ceux qui nous écoutent. Parce que c'est le cœur du problème. On vient de voir que toute la coopération bilatérale, le gaz, le terrorisme, tout est suspendu à la réussite de cette diplomatie de la mémoire. C'est l'infrastructure de base, ouais. Or, cette infrastructure, elle repose entièrement sur l'idéologie du gouvernement en place à un instant T. Ce qui veut dire qu'une simple élection peut tout faire s'effondrer. Absolument. Que se passera-t-il si, demain, un nouveau gouvernement arrive au pouvoir avec une lecture totalement différente de l'histoire? Un gouvernement qui refuserait d'assumer ces événements tragiques ou qui réécrirait le récit national? La diplomatie serait complètement bloquée. Exactement. Est-ce que la stabilité diplomatique et économique peut vraiment survivre quand elle est en permanence à la merci des réécritures politiques du passé? C'est une perspective qui donne vraiment le vertige. On se dit souvent que la diplomatie, c'est froid, c'est pragmatique, c'est la réelle politique, quoi. Et Et pourtant, là, on réalise que les intérêts vitaux de deux nations sont littéralement pris en otage par leur capacité à s'entendre sur leur propre traumatisme. La vraie question, c'est peut-être pas de savoir si l'ambassadeur de France est rentré pour de bon. mais si le passé acceptera un jour de quitter la table des négociations? Exactement. Et ça, c'est une question qui va continuer de hanter la Méditerranée pendant encore très longtemps. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage, c'était vraiment passionnant. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce décryptage. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.